Ok, imaginez un monde où vos idoles de K-pop préférés ne se contentent pas de chanter et de danser sur scène. Imaginez qu'elles deviennent des personnages d'animation, donc des vampires immortels cachant leur véritable nature dans une académie nocturne, protégeant une lycéenne ordinaire dotée d'une force surhumaine qu'elle déteste plus que tout parce qu'elle lui rappelle des créatures qu'elle méprise viscéralement. Imaginez que leur musique ne soit pas seulement un produit commercial, mais un fragment narratif d'un univers fictif cohérent qui s'étend à travers des webtoons, des webromans, des films live-action et des collaborations avec des parcs d'attractions, et maintenant un animé diffusé mondialement. Maintenant, imaginez que tout cela ne soit pas le fruit d'un délire de fanfiction amateur, mais d'une stratégie industrielle millionnaire orchestrée par l'une des plus grandes entreprises du divertissement au monde. Eh ben, bienvenue dans Dark Moon The Blood Altar, l'anime de vampire qui représente bien plus qu'une simple adaptation de webtoon. Cet anime, c'est la manifestation la plus aboutie d'une nouvelle ère de storytelling, le transmédia orchestré, où chaque plateforme, chaque médium et chaque produit dérivé devient une porte d'entrée vers un univers narratif cohérent et obsédant. C'est l'histoire de 7 garçons du groupe NIPEN transformés en vampires fictifs. C'est l'histoire de Hive Corporation transformant l'industrie du divertissement en machine à créer des mondes, et vous, spectateurs, transformés en habitants permanents d'univers que vous consommez compulsivement à travers tous vos écrans, toutes vos pages et tous vos formats disponibles. Mais Dark Moon The Blue Altar n'est pas qu'une révolution technique ou commerciale, c'est aussi une œuvre qui pose des questions troublantes sur nous. Pourquoi sommes-nous tant fascinés par des vampires en pic 21e siècle alors que ce sont des créatures qui hantent notre imaginaire depuis des siècles déjà? Et qu'est-ce que Hybe comprend de nos désirs, de nos peurs et de nos besoins pour créer des produits culturels qui cartonnent à ce point? Et surtout, qu'est-ce que notre consommation frénétique de ces univers transmédia dit sur nous, de notre rapport à la fiction et de notre besoin de nous échapper dans ce type d'univers? Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les veines sanglantes de The Dark Moon, The Blood Altar. On va décortiquer son histoire, ses personnages et son univers. Mais aussi, on va surtout explorer ce que cette œuvre révèle sur notre société contemporaine, donc de l'économie de l'attention, des relations parasociales et de la mythologie du vampire réinventé des siècles plus tard. Non, parce que The Dark Moon The Blood Altar n'est pas juste un animé de vampires de plus, c'est le symptôme fascinant d'une mutation profonde de notre manière de raconter, de consommer et de vivre des histoires. Ok, Dark Moon The Blood Altar se déroule dans la ville côtière de The Riverfield, où se dresse l'Académie d'Esselis, une école nocturne prestigieuse réputée pour interdire l'accès aux créatures surnaturelles comme les vampires et les loups-garous. Et c'est dans cet établissement de prestige donc que notre protagoniste, Soha, une lycéenne de 16 ans, entre en classe de seconde. Sauf que cette Soha n'est pas une élève ordinaire. Depuis son enfance, elle est dotée d'une force surhumaine qu'elle dissimule désespérément, parce qu'à force, les gens la prennent pour un vampire. Et Soha, en fait, elle déteste les vampires plus que tout au monde, et pour une raison très simple mais tragique, ancrée dans son passé, son ami d'enfance, Chris, est mort à cause de l'un d'eux, ou du moins c'est ce qu'elle croit. Donc, dès son arrivée à Descelis, elle attire l'attention de 7 garçons mystérieux qui forment l'équipe de Nightball la plus populaire du lycée. Il y a Ellie, le capitaine charismatique, capable de télépathie, Soloon, un hybride vampire-loup-garou qui cache sa double nature à ses frères vampires, Jaka, le plus intelligent du groupe, doté d'une vitesse surnaturelle, Jean, la force surhumaine, Kihon, capable de manipuler les esprits et la gravité, et Gino, qui lui contrôle le feu, et Noah, le plus jeune, maître de l'obscurité et des ombres. Et donc ces jeunes garçons partagent un secret qu'ils gardent farouchement. Ce sont des vampires qui essayent de mener une vie tout à fait normale en dissimulant leur véritable nature. Sauf que twist, l'arrivée de Soha bouleverse tout, car ces 7 vampires se sentent inexplicablement attirés par elle, comme si une force invisible les poussait à la protéger et à être près d'elle et à suivre tous ses désirs. Sauf que cette attraction n'a rien de romantique, ou du moins au départ. C'est quelque chose de plus profond, de plus mystérieux et de plus viscéral, comme si Soha était liée à leur passé d'une manière qu'ils ne comprennent même pas encore. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Académie d'Esselis n'est pas non plus un havre de paix pour ses étudiants privilégiés. C'est aussi le théâtre d'une guerre ancestrale entre vampires et loups-garous. Les loups,
Menés par Khan, Tahel, Najak et Enzi, sont naturellement les ennemis jurés des vampires. Et cette rivalité n'est pas qu'une simple compétition sportive entre équipes de Nightball. Et comme la majorité des conflits vampires-loups-garous, ce conflit est millénaire. Il plonge ses racines profondes dans des blessures historiques du passé, des trahisons et de la haine transmise de génération en génération. Et quand des meurtres mystérieux commencent à secouer Riverfield, des meurtres portant la signature de vampire, Sora se retrouve au centre d'un conflit qui menace de faire exploser l'équilibre fragile coexistant entre ces deux espèces. Sauf que le plus troublant dans tout ça, c'est que la Soa, elle commence à voir Chris, son ami d'enfance, mort errant dans les couloirs du lycée. Est-ce un fantôme ou une hallucination ou quelque chose de plus sinistre? Et au fur et à mesure que l'histoire progresse, Soa réalise que le monde surnaturel qu'elle déteste tant est intimement lié à son propre passé et surtout à la mort de Chris. Ce qui fait que Dark Moon The Blood Altar ne se contente pas de recycler le trope classique du vampire en mode romance. L'œuvre construit un univers riche et complexe où chaque personnage cache des secrets, où chaque relation est teintée d'ambiguïté et où la ligne entre l'humain et le monstre est constamment brouillée. Car Sora déteste les vampires, mais elle doit accepter leur aide. Les vampires veulent la protéger, mais ils sont inexplicablement attirés d'une manière assez piquante par son sang et n'arrivent pas à se contrôler. Quant aux loups-garous, eux semblent être les ennemis, mais certains d'entre eux pourraient avoir des raisons légitimes de se méfier des vampires. Et au milieu de tout ça, il y a des meurtres non résolus, des secrets enfouis et une vérité qui pourrait tout changer si elle venait à être éclatée au grand jour. Ok, si tu as tenu jusque là et avant d'aller plus loin, je t'invite à liker, partager et surtout commenter cette vidéo, ça aide fortement au référencement et surtout à t'abonner à cette chaîne, ça m'aiderait fortement. Et si tu aimes les récits complets de fiction, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Aramis Crime où je te raconte les histoires complètes de tes fictions préférées telles qu'Invincible, Free Ren et encore plein d'autres qui viendront par la suite. Je t'invite aussi à t'abonner à mes autres chaînes telles que Curious Crime pour de la culture générale, Gaming Crime pour du gaming et d'autres chaînes qui viendront encore par la suite. Abonne-toi aussi à mes autres réseaux sociaux, ça m'aiderait forcément. De toute façon, tu retrouveras tous les liens dans la description de cette vidéo ou en page d'accueil de cette chaîne. Et je t'invite aussi à aller voir ma vidéo sur pourquoi Bible Black reste une œuvre sulfureuse. Ce qui rend Dark Moon The Blood Altar si fascinant et absolument unique dans le paysage de l'animation moderne, c'est que ses personnages principaux ne sont pas nés de l'imagination d'un mangaka ou d'un romancier. Ils sont basés directement sur les 7 membres du groupe de K-pop ENHYPEN. Chaque vampire de l'histoire possède des traits de personnalité, des apparences physiques et même des dynamiques relationnelles qui reflètent d'une manière stylisée et fictionnalisée les membres du groupe réel. Et cette approche n'est pas nouvelle dans l'industrie du divertissement coréen. La K-pop a toujours flirté avec le storytelling, créant des concepts narratifs autour des sorties d'albums, tournant des clips musicaux qui racontent des histoires fragmentées, construisant des univers thématiques que les fans doivent décorer. Mais ce que HYBE a fait avec The Dark Moon, c'est d'une ampleur inédite. Ce n'est pas juste un concept d'album, c'est un univers narratif complet, autonome et qui existe indépendamment de la musique d'ENHYPEN. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est la manière dont HYBE a orchestré la transformation d'idoles réelles en personnages fictifs, mais surtout sans perdre l'essence de ce qui les rendait idoles attachantes pour leurs fans. Les membres du groupe ne se contentent pas de prêter leur apparence aux personnages, ils prêtent aussi leur voix dans l'anime, créant une continuité troublante entre les personnages réels et les personnages fictifs. Et cette approche pose des questions réelles, comme par exemple, où s'arrête l'idole et où commence le personnage. Quand un fan regarde la série et voit Hailey protéger Soha par exemple, voit-il un personnage fictif accomplir une action narrative ou voit-il son idole incarner une version idéalisée de lui-même et transférer son fantasme sur cette Soha justement? Et oui, cette ambiguïté n'est pas un bug du système, c'est voulu pour que les fans puissent vivre des histoires avec leurs idoles dans un contexte qui n'existe pas dans la réalité, mais qui semble paradoxalement plus réel que les interactions contrôlées et scénarisées qu'ils ont avec eux. Ok, pour bien comprendre Dark Moon, il faut comprendre la stratégie massive qui se cache derrière l'IP Engineering de HYBE Corporation. Alors déjà, IP signifie Intellectual Property, donc la propriété intellectuelle. Et ce que HYBE fait, ce n'est pas que de créer des chansons, des albums ou des groupes. HYBE veut créer des univers narratifs cohérents qu'elle peut décliner à l'infini à travers tous les médiums et tous les formats possibles.
Dark Moon, par exemple, n'est pas qu'un webtoon qui a été adapté en animé. C'est un univers conçu dès le départ pour exister simultanément sur plusieurs plateformes. Il y a principalement le webtoon Dark Moon, qui raconte l'histoire de Soha, donc ce qu'on a vu un peu plus haut, mais aussi les préquels, donc Dark Moon Children of Vamfeld, qui explorent l'enfance des 7 vampires dans un orphelinat avant qu'ils ne découvrent leur héritage vampirique. Tu pourrais aussi par exemple retrouver le webtoon Dark Moon The Blood of Vagar ou encore Dark Moon To Moon. Tous ces univers sont connectés. C'est un peu comme un MCU, donc un Marvel Cinematic Universe par exemple. Mais c'est pas tout, tu pourrais aussi trouver des web-romans avec des storylines alternatives qui divergent du webtoon. Tout ça permettant aux fans d'explorer des possibilités narratives différentes. Mais l'ambition de Hive ne s'arrête pas seulement aux médias narratifs. Dark Moon s'étend aussi dans le monde physique, donc le monde réel. Par exemple, en 2023, le parc d'attractions Lot World en Corée du Sud a organisé un festival thématique Dark Moon qui a duré 2 mois. Une attraction où les visiteurs pouvaient se promener en uniforme de l'Académie des Silices, visiter les salles, les banquets et vivre des expériences immersives dans leur univers favori. Et donc cette stratégie transmédia n'est pas unique à Hype. Disney, comme je l'ai dit plus haut, fait déjà cela depuis des décennies avec Marvel et Star Wars. Mais ce qu'a fait Hype est totalement différent. C'est l'intégration des idoles réelles dans l'univers fictif. Et donc, sociologiquement, cette approche révèle quelque chose de profond sur notre époque. Nous vivons dans une économie où l'attention et où les contenus se battent férocement pour capter nos yeux, nos oreilles et surtout nos cerveaux. Dans ce contexte, créer un seul produit culturel, aussi bon soit-il, ne suffit plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que tu ailles t'abonner à mes autres chaînes et mes autres réseaux, et mon Discord aussi. D'ailleurs, abonne-toi et mets la cloche. Enfin, bref. De nos jours, il faut créer des écosystèmes narratifs connectés et riches et si immersifs et si multidimensionnels que les femmes pourront s'y perdre pendant des heures, voire même des jours ou même des mois, à explorer chaque recoin, chercher chaque connexion et chercher chaque secret. Ce qui fait que Dark Moon n'est pas juste un anime que vous regardez une fois et que vous oubliez. C'est un univers beaucoup plus riche, un univers dans lequel vous pouvez vous installer, vous pouvez y habiter mentalement et vous pouvez revisiter sous différentes formes. C'est un peu ce qu'a fait la saga Harry Potter par exemple. Et cette stratégie dit aussi quelque chose sur notre besoin contemporain de cohérence narrative, car dans un monde comme le nôtre qui est fragmenté, chaotique, imprévisible, les univers transmédia offrent quelque chose de rare, un sentiment de complétude et de totalité, et surtout d'ordre. Et dans l'univers Dark Moon, tout a du sens. Chaque clip, chaque chanson, chaque chapitre de webtoon et même chaque épisode d'animé maintenant s'emboîtent parfaitement pour former un puzzle narratif cohérent. Et ce sentiment de cohérence, même s'il est artificiel, même s'il est le produit d'une stratégie commerciale calculée, répond aux besoins psychologiques profonds chez le spectateur. Le besoin de comprendre, de maîtriser, de posséder intellectuellement et surtout de faire face à un monde qui perd tout son sens. Les vampires sont partout et ils hantent notre culture populaire depuis des siècles, se réinventant constamment pour parler aux préoccupations de chaque époque. De Dracula de Bram Stoker à Twilight de Stephanie Meyer, les vampires refusent obstinément de disparaître de notre imaginaire collectif. Et avec Dark Moon, ils reviennent encore une fois dans une nouvelle forme. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cette créature immortelle a de si fascinante pour que nous puissions ne jamais nous enlacer? Eh ben, vous savez quoi? La réponse, je la donnerai peut-être dans une partie 2 en fonction des retours en commentaire et des likes de cette vidéo. Et surtout si la thématique du vampire vous intéresse, comme ça on pourra se servir de Dark Blood non seulement en tant qu'œuvre et en tant que licence pour pouvoir décortiquer le mythe du vampire à travers d'autres œuvres aussi. Donc marquez, je sais pas moi, Dark Blood ou vampire dans les commentaires si ça vous chauffe une partie 2. Bref, dis-moi en commentaire le prochain personnage ou la prochaine œuvre que tu veux qu'on analyse. Et pour ce qui est du reste, n'hésite pas à exprimer ton opinion dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascream, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi à cette chaîne et à mes autres chaînes que tu trouveras en description ou sur la page d'accueil de ma chaîne, entre les histoires complètes de tes fictions préférées sur Aramis Scream, la culture générale sur Curious Scream, le gaming et plein d'autres thématiques encore. Et abonne-toi aussi à tous mes autres réseaux sociaux, lien en description de cette vidéo et de toutes mes autres vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.